Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des presses de la Cité, présentent L'orpheline du Bois des Loups de Marie-Bernadette Dupuis, interprétée par Lila Tamazit. Mars 1906. Marie, la mère supérieure te demande dans son bureau. On t'attend au parloir. Dépêche-toi et ôte donc ton tablier. Quelques minutes auparavant, Marie avait bien entendu sonner la cloche à l'accueil. Mais, à vrai dire, il y avait si peu de chances que la visite lui soit destinée. La fillette rêvait souvent. Ainsi, elle s'était imaginé qu'un jour, un couple élégant, au doux visage, viendrait. Un homme, une femme, ses parents. Il lui ouvrirait les bras. Elle s'y réfugierait, folle de bonheur. Oui, un joli rêve qui jamais ne se réaliserait. S'empressant d'obéir à sœur Julienne, elle abandonna l'épluchage de légumes que les grandes effectuaient à tour de rôle et enleva son tablier maculé de taches. Puis, hâtivement, elle ôta le foulard réglementaire pour les travaux de cuisine. Qui donc désirait la voir? Elle hésita un instant et défit aussi le ruban qui retenait sa chevelure brune, remit en ordre les plis de sa robe grise. Quel que soit le visiteur ou la visiteuse, un brin de coquetterie lui dictait de se montrer dans une tenue correcte. Elle se reprocha un instant ce péché de vanité que les religieuses du 5 heures de Marie, garantes de valeurs morales irréprochables, n'auraient pas manqué de condamner. Pour la deuxième fois ce mois-ci, on la faisait venir au parloir, et cela l'inquiétait un peu. Elle traversa la cour à la hâte pour rejoindre les bâtiments monastiques à colonnes géminées, construits en pierre claire et lumineuse. Son regard effleura le décor qu'elle affectionnait particulièrement les autres jours. D'un côté, la treille qui donnait à l'automne du si bon raisin chasselas, et de l'autre, le verger potager où murmurait une fontaine. Les arbres fruitiers commençaient à faire quelques bourgeons. Le ciel était lumineux, mais l'air froid et humide. Marie pensa qu'elle était mise au chaud aux cuisines, un des lieux les plus accueillants de l'orphelinat. À juste titre, on appelait ces vastes cuisines le château, sans doute en raison de la tour carrée qui chapeautait le bâtiment. On se sentait si bien dans cette grande salle aux belles voûtes. L'immense cheminée et les fourneaux y dispensaient une chaleur bienfaisante. « C'est peut-être le monsieur de l'autre jour qui est revenu ?» se demanda-t-elle, le cœur battant. « Non, c'est impossible. Il ne m'a pas posé de questions. Il m'a seulement regardé longuement. Je ne lui ai pas plu. » Rares étaient les enfants adoptés en ce tout début du XXe siècle. L'orphelinat d'Aubazine, situé tout près de Brive et niché à l'ombre de l'église abbatiale Saint-Étienne, en hébergeait un petit nombre, toutes des petites filles. Rien à voir cependant avec les effectifs un peu plus importants que les religieuses avaient comptés dans les années 1860, lorsque la misère avait multiplié le nombre d'indigents dans les quartiers pauvres de Brive, nécessitant l'ouverture de bureaux de bienfaisance. À cette époque, la congrégation de religieuses du 5 heures de Marie avait fondé l'orphelinat dans la belle abbaye cistercienne d'Aubazine datant du XIIe siècle. La mairie et l'évêché avaient fait appel à la générosité des notables de la ville afin d'obtenir des dons de vêtements et de nourriture. À présent, les religieuses accueillaient des fillettes à partir de l'âge de 5 ou 6 ans, à la fois des enfants d'indigents morts de misère ou partis au gré des routes, et des pensionnaires ou externes qui suivaient, à titre payant, les cours de l'école ménagère. Le cas de Marie était un peu différent. Elle avait été une des plus jeunes pensionnaires. L'hospice de Brive l'avait confiée à l'orphelinat alors qu'elle était âgée d'environ 3 ans. Marie considérait cet endroit comme son foyer. Elle en connaissait les moindres recoins. Son histoire était assez banale pour l'époque.
la femme qui avait conduit l'enfant, avait expliqué brièvement à la mère supérieure qu'une sage-femme était venue un soir, un bébé dans les bras. Elle avait affirmé que la maman avait à peine eu la force de dire avant de mourir « Nommez-la Marie ». La fillette pouvait-elle se juger malheureuse? À vrai dire, en ce début de siècle, les enfants confiés à la congrégation ne manquaient matériellement de rien. C'était à qui donnerait noix, châtaignes, huile, lait, viande et fruits. De plus, l'orphelinat possédait 2 jardins potagers, cultivés par les religieuses, et il fournissait des légumes à volonté. À cela venait s'ajouter un vivier, quelques arbres fruitiers et une ferme, avec volailles, lapins, porcs et même une vache. Sous le vivier avait été aménagé un moulin permettant aux sœurs de produire leur électricité. Grâce à la générosité des notables de Brive, les sœurs habillaient les pensionnaires. Elles faisaient de la réfection et de la confection l'objet des cours de couture de l'ouvroir qui étaient réservés à cette activité. Pour ce qui est de la misère morale, Marie partageait le lot commun des enfants abandonnés qui ignoraient tout de leur passé. Selon le caractère de chacun, ce fardeau semblait lourd ou plus léger. Marie ne se plaignait jamais. Elle était d'un caractère joyeux et conciliant. Mais que sait-on des peines secrètes d'un enfant? Marie monta l'escalier de pierre qui menait au premier étage vers le bureau de la mère supérieure. En entrant dans la pièce, elle eut un sourire très doux. Elle vénérait mère Marie-Anselme, qui élevait les fillettes non seulement dans l'amour de Dieu, mais aussi dans la tendresse, un cadeau du ciel inestimable pour les orphelines. La religieuse l'attendait. Elle avait longuement hésité avant de se résoudre à placer cette petite, car une solide affection la liait à Marie. Toutefois, un sentiment de justice lui interdisait un quelconque favoritisme. La ferveur religieuse de la petite fille lui avait souvent fait songer pour elle à un avenir dans les ordres. Mais était-ce un critère de choix pour Marie? Si le Tout-Puissant avait désigné cette fillette pour le servir, la destinée bienveillante saurait bien la replacer, tôt ou tard, sur la voie de sa lumière. Elle avait aussi longtemps pensé la confier à quelques couples aisés de la bonne société de Brive. Puis il y avait eu cette proposition d'un couple habitant un département plus éloigné, bien au-delà de Limoges, près de Pressignac, en Charente-Limousine. Il cherchait une adolescente pour seconder la maîtresse de maison dans sa vaste exploitation. Seule Marie était dans les âges souhaités. Mère Marie-Anselme avait cependant attendu avant de rendre une réponse. Pressignac semblait bien éloigné. Reverrait-elle Marie? Elle avait songé aussi à l'intelligence vive de la fillette. N'était-ce pas la seule de ses protégées à avoir réussi brillamment le prestigieux certificat d'études quelques mois auparavant? Elle pouvait envisager pour elle un meilleur placement que dans une métairie. Mais elle avait considéré la mine pâle de l'enfant, ses grands yeux sombres et cernés. Cette petite avait toujours eu une santé précaire. Peut-être un changement d'air et une vie saine à la campagne lui seraient-ils salutaires. Le couple avait un excellent train de vie et accordait des subsides à l'orphelinat depuis plus de 5 ans, une générosité rare, hors département. De plus, l'homme et la femme n'avaient pas d'enfants. Peut-être Marie aurait-elle la chance de trouver chez eux la chaleur d'un foyer. D'un geste affectueux, mais déterminé, la mère supérieure saisit l'enfant par les épaules. « Écoute-moi, Marie. Il y a là au parloir une femme qui cherche une jeune fille capable de tenir une maison, de cuisiner. Tu as maintenant 13 ans, l'âge de gagner ton pain. Tu sais aussi que nous manquons de place. Je t'aurais bien gardé encore, mais je pense qu'il est préférable que tu partes. Alors, montre-toi aimable et poli. Si tu conviens à Madame Cusenac, tu iras à la campagne, dans une grande ferme. Cela te fera du bien, et tu ne manqueras de rien. »